Bonjour, bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'atelier du gagne-pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Pour ce troisième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Iman Ben Aoun. Bonjour Iman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'atelier du gagne-pain. Comment présenter Iman ? Iman est à la fois présidente d'Aravati, un conseil en RH spécialisé dans les managers digitaux. Elle est également directeur général de Team Inside, spécialiste des métiers du digital. Et elle est présidente de Syntec Recrutement. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Iman ? Il y a des choses qui sont moins faciles à trouver, qu'on ne verra pas forcément sur mon profil LinkedIn. Je suis aussi membre du club du 21e siècle, qui est un club que j'adore et que je défends beaucoup, parce que c'est un club qui fait la promotion de la diversité et j'y tiens. Enfin, c'est un sujet qui te tient à cœur. On mettra les liens dans les notes du podcast, comme ça, si des gens veulent en savoir plus, ils pourront aller voir. Avec plaisir. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, c'est une richesse, la diversité, et j'ai envie de faire partager cette richesse au maximum de gens. On est 100% d'accord avec toi au gagne-pain. Est-ce que tu peux simplement nous dire en quelques mots ton rôle dans le recrutement, ce que tu fais dans le recrutement et depuis combien de temps tu es dans le recrutement ? Alors moi, je suis une vieille du recrutement. Je suis une pionnière, comme disent certaines de mes amies. Je suis une pionnière du digital parce que moi, j'ai commencé à recruter pour les métiers du digital en 1997 dans un premier cabinet qui s'appelait Diaphane Ressources Humaines et qui est devenu un cabinet 100% digital et qu'en 2004, on a transformé en Aravati avec un réseau international à l'époque. Donc oui, je fais du recrutement. C'est mon métier de cœur. C'est vraiment un métier que j'ai choisi et sur lequel je suis venue après une première carrière parce que ça me semblait naturel. Donc je fais du recrutement vraiment par passion et je fais ça depuis 97 maintenant. Ok, bon, donc on parle avec quelqu'un qui connaît le sujet et c'est pour ça qu'on a prévu de parler avec toi de 4 sujets, encore une fois, pour accompagner les jeunes qui nous écoutent à trouver un job dans le digital. C'est ça l'objectif du gagne-pain. Et pour essayer de les accompagner avec toi, pour essayer de se servir de tout ce que tu peux leur apporter, on a prévu de faire un entretien en 4 étapes. Une première étape qui serait un peu les conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que tu vois, toi, tous les jours comme conseils pratiques à mettre en œuvre pour un jeune qui cherche du boulot dans le digital. Un peu les conseils tactiques, donc là plutôt quel secteur, comment s'orienter dans l'univers du digital toujours. Des conseils stratégiques, donc là on parle un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire les métiers à l'horizon 2030 ou 2050, qu'est-ce que ça change. Et puis après, moi il y a une partie que j'aime bien aussi, c'est de se dire, et c'est la 4e partie, qu'est-ce qui change avec ce qu'on a connu pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé ? Si ça te va, on commence par la première partie, les conseils pratiques. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'environnement digital et tu avais envie d'insister sur cet environnement digital qui est important pour les candidats. Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire à des gens qui envisagent une carrière dans le digital, c'est que le digital, d'abord, c'est vaste. C'est quoi le digital ? Pour moi, c'est aussi bien construire des plateformes digitales. Donc là, il y a les métiers qui sont liés à la construction de plateformes. Il y a les métiers digitaux autour de la communication, du marketing, de la relation client, de l'animation de communauté. Il y a plein de métiers dans le digital. Donc le digital, c'est vaste. En revanche, il y a quelque chose qui caractérise cet univers, pour moi, fortement, ou cet environnement, c'est le fait que c'est un environnement qui n'est pas figé. L'environnement digital,
les métiers du digital nécessitent vraiment d'être capable et d'avoir envie d'apprendre en permanence, de se renouveler en permanence. Ce qu'on dit apprendre à apprendre ou être curieux, c'est ça que tu veux dire? Il faut que dans l'ADN de l'individu qui veut se lancer dans une carrière digitale, il faut qu'il soit convaincu que la curiosité, c'est sa première qualité ou son plus gros défaut. Mais vraiment, il faut être extrêmement curieux. S'il n'est pas curieux, il n'aime pas apprendre. Et si on n'aime pas apprendre, il ne faut pas aller dans le digital parce que le digital, c'est apprendre en permanence, c'est renouveler ses compétences en permanence. Ça, c'est ton premier conseil. Ouais, c'est mon premier conseil. Cette idée d'apprendre à apprendre, d'être curieux. Et si on veut se lancer dans le digital, il faut avoir ça en soi. Il faut avoir ça en soi. Il faut que ça soit une qualité intrinsèque, que ça soit quelque chose qui vraiment catégorise l'individu. Il y a une autre dimension, c'est dans le digital, l'employabilité peut être courte. C'est-à-dire que on est très bon sur une expertise verticale, c'est super. Si on n'a pas fait de veille, si on n'est pas allé chercher, si on n'a pas observé le marché, regardé ce qui se passe, qui évolue, qu'on ne s'est pas renouvelé, l'expertise, elle ne dure pas longtemps et on est vite obsolète, comme un iPhone, vite, quoi. Donc, il faut remettre à jour le logiciel. Tout le temps. Mais le remettre à jour, apprendre, c'est une chose, mais tester, innover, aller chercher les innovations, regarder ce qui se passe sur le marché, aller sur des événements, sur des salons, écouter, regarder ce que font ses pairs, c'est hyper important, ça fait vraiment partie du job. Les gens qui vivent tout seuls dans leur job, sans regarder ce qui se passe autour, ils n'ont pas une durée de vie suffisamment intéressante. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont plus juniors, qui ont souvent moins d'expérience que ceux dont tu viens de parler, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant quand on sort d'école, quand on est encore à l'école? Qu'est-ce qu'on met en avant dans son CV et comment on gère ça? Ce qu'on imagine qu'on peut apporter à une entreprise. Moi, j'aime les CV où la personne dit, voilà, moi, je veux rejoindre une entreprise qui fait ci, à un poste comme celui-là, et voilà pourquoi je pense que je suis la bonne personne pour ce poste. On se projette. Ouais, ça manque beaucoup dans les CV. Nous, on s'attache beaucoup à comprendre la motivation des candidats, parce que pour nous, c'est une clé de succès importante. Donc, qu'est-ce qui motive quelqu'un? Et si on nous l'écrit, c'est quand même plus facile à lire. Et puis, ça interpelle. Et voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui est capable de dire, voilà, moi, ce que j'aime faire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai envie d'apporter à une entreprise, voilà le type de poste sur lequel je me projette, c'est quelques clés qui permettent de bien comprendre ce qu'on peut lui proposer ou pas. En dehors du CV, on parle beaucoup de LinkedIn et tous les auditeurs du Gagne-Pain le savent. LinkedIn, c'est clé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, LinkedIn, pour ces jeunes recrutés? LinkedIn, c'est un vivier. C'est un vivier de talent, un vivier de candidats pour nous. Donc, c'est un des endroits où on sait qu'on peut identifier des candidats qui ont une compétence qui nous intéresse. Donc, oui, c'est une grosse base de données candidats, LinkedIn. Il y a un truc quand même auquel il faut être attentif pour quelqu'un qui serait en poste et qui cherche un job et qui le fait savoir sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, c'est public, que les infos que vous mettez sur LinkedIn ne sont pas confidentielles. Pour moi, la différence entre LinkedIn et un CV, LinkedIn, c'est un teaser. C'est en gros, voilà à peu près mon expérience, mais je ne peux pas vous parler de mes coûts d'acquisition, je peux pas vous parler des performances des campagnes médias ou de la campagne en social sur Instagram que j'ai faite pour l'association Tartampion, parce que il peut y avoir un problème de confidentialité. Dans un CV, on a le droit d'écrire des choses comme celle-là, parce qu'un CV, c'est un document confidentiel. C'est très intéressant. C'est très intéressant cette notion que tu évoques. C'est la première fois que je l'entends, mais elle me semble très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, sur LinkedIn, on peut dire plein de choses, mais dans un CV, on peut tout dire. Absolument. C'est ça l'intérêt. C'est un document confidentiel, donc on peut y mettre des informations qui n'ont pas vocation à être dévoilées. Donc rien de stratégique, bien sûr, sur un CV. Vous ne pouvez pas dévoiler des chiffres confidentiels de votre entreprise, mais vous pouvez donner un certain nombre d'indices que vous mettrez plus difficilement sur un site public, comme LinkedIn. Dans la deuxième partie de notre entretien, j'aimerais parler de tes conseils plutôt tactiques. Donc là, on parle un peu des entreprises, des secteurs. Vers quel secteur les jeunes qui nous écoutent peuvent s'orienter? Qu'est-ce qui est, à ton avis, les secteurs les plus porteurs pour ces jeunes? Alors, je ne sais pas s'il y a des secteurs plus porteurs, parce qu'il y a énormément de secteurs et de nouveautés, de nouvelles entreprises. Il y a eu d'énormes levées de fonds pour quelques structures, sociétés françaises
qui du coup ont des campagnes de recrutement colossales. Donc il y a tous ces secteurs-là sont soit les fintech, le gaming, il y a en ce moment tout ce qui est lié au marketplace, donc aux plateformes de vente multimarques. Donc il y a énormément de secteurs d'activité qui recrutent, et puis les secteurs d'activité traditionnels qui recrutent pour les métiers du digital. Donc, dans toutes les grandes sociétés de distribution de textiles, de mode, de parfumerie, les startups de monoproduits, il y a un volume de postes ouverts qui est colossal. Ce que j'entends, c'est le digital est partout, là, globalement. C'est ce que tu es en train de dire. Le digital est partout, dans tous les métiers, dans toutes les entreprises. Et il y a des entreprises qui sont purement digitales, donc ce qu'on va appeler les startups ou les pure players. Et puis, il y a les grandes entreprises, les ETI, qui ont toutes des départements digitaux qui recrutent également. Sur la troisième partie de l'entretien, j'avais envie de parler de stratégie, parce qu'on en parle forcément. Ça veut dire quoi son job dans 20, 30 ans? On entend souvent dire que les métiers dans 30 ans n'existent pas encore. Donc, est-ce que toi, tu as une vision là-dessus sur justement comment un jeune qui sort de l'école peut se projeter? Ou est-ce que c'est encore possible de se projeter à l'horizon 30 ans? Dans 30 ans? Moi, j'ai envie d'être un peu pragmatique là-dessus. Oui, il y a probablement les métiers d'aujourd'hui sont des métiers qui n'existaient pas forcément hier. Un chef de projet digital hier, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est un chef de projet aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appelle product owner, business analyst. Enfin, ils ont changé de métier, ils ont changé de nom de poste. Donc, oui, les métiers évoluent, ils évoluent vite. Je serais curieuse de voir ce que pourraient dire mes confrères sur les métiers dans 30 ans. Moi, je prétends pas savoir ce qui va se passer. Ce que je peux dire pour une construction de carrière, en revanche, c'est qu'il faut être cohérent dans ses choix. Il y a des carrières qui se font pas par hasard. Donc, une carrière, ça se construit. Et moi, je vois des candidats de temps en temps qui sont très opportunistes, voire trop opportunistes, qui sautent d'un truc à un autre sans se poser de questions de cohérence, de construction, de développement de compétences de façon un peu structurée. Et là, on va avoir un problème à un moment ou à un autre. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, même quand on est très jeune, c'est d'essayer d'imaginer une trajectoire, d'essayer d'imaginer où on a envie d'aller à moyen, à long terme, et puis de voir comment on va construire ce voyage, ce parcours. Comment construit un jardin, d'une certaine manière. Oui, ce que vous plantez aujourd'hui, c'est ce que vous aurez dans 3 ans, dans 5 ans. Et si vous serrez trop les plants, vous aurez un problème, tout va se chevaucher. Et si on n'arrête pas de changer de jardin, ça ne marchera pas non plus. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il faut vraiment construire sa trajectoire, essayer de l'envisager. Après, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de bifurquer. Et je vois énormément de gens qui décident tiens, j'ai fait 6 ans ça, maintenant j'ai vraiment envie de faire autre chose, voilà comment je vois les choses, et c'est possible et c'est envisageable. En revanche, essayer dans la mesure du possible de construire une trajectoire, de se positionner sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, comment, avec quel type de personne a envie de le faire, à quel rythme, parce que le rythme dans une start-up, le rythme dans une PME ou le rythme dans un grand groupe vont pas être le même. Qui est, à ton avis, pour encore une fois les jeunes qui nous écoutent, le meilleur conseil? Qui est-ce qui apporte le meilleur conseil à ces jeunes, justement pour se projeter, pour essayer de voir un peu l'avenir, ce qui est souvent aussi une question qui nous est posée? Qui est le plus à même de conseiller? La famille, les amis, voilà. On a souvent cette question. C'est LinkedIn, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, allez à la source, allez à là où l'info, elle est réelle. Ça veut dire que vous avez pensé à un métier, identifiez des gens sur les réseaux qui font ce métier-là, contactez-les, demandez-leur de vous parler de leur métier, de vous aider à comprendre comment on y arrive, etc. C'est la meilleure des stratégies. Les parents peuvent aider, bien sûr, s'ils connaissent les métiers, mais je trouve que les parents, ils sont souvent... Moi, je suis maman moi-même d'une jeune fille de 17 ans, donc on est en plein dedans. Et moi, j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais j'ai envie de lui dire, elle a envie d'être journaliste, va parler à des journalistes, contacte-les, essaye d'avoir de l'info, sois poli, sois gentil et sois clair dans tes questions. Et avec un peu de chance, des gens vont te répondre et vont t'écouter. Donc, faites ça. Enfin, moi, je pense que l'ère des réseaux sociaux, c'est aussi la facilité de contacter des gens, d'échanger avec un maximum de personnes. Donc, faites-vous votre opinion en allant à la source, en allant aux gens qui font ce métier. Merci beaucoup, Ivan. C'est un excellent conseil, je pense. Ça, effectivement, de se dire, pour trouver son métier, pour tracer sa voie, simplement poser des questions à ceux qui le font déjà. Et c'est assez facile aujourd'hui. C'était très compliqué il y a quelques années. C'est assez facile aujourd'hui et LinkedIn est le bon outil.
Dans la dernière partie de l'entretien, je voulais parler des opportunités qui s'offrent suite à la pandémie, parce que quand même, ça a changé pas mal de choses, ça a remis pas mal de choses en perspective. Parfois, ça a remis à plat un certain nombre de choses. C'est quoi ta vision de ce que la pandémie a changé, encore une fois, pour les métiers du digital? Il y a un monde d'après. On est déjà dans le monde d'après. Pour moi, c'est plus un sujet. On me parle d'hybridation du travail en parlant de est-ce que le travail demain il est il est en télétravail, est-ce qu'il est en présentiel, etc. Nous, c'est plus du tout une question qu'on se pose. On a vraiment résolu le problème. L'efficacité, c'est la clé. Et donc, je crois que ça va rester, ça va se pérenniser. Où on travaille n'est plus le sujet, n'est plus la question. La question, c'est comment on collabore. C'est est-ce que si je viens pas au bureau, je collabore de la même manière que si je suis au bureau? Là, ça, je dis non. Donc, il y a des sujets ou des missions sur lesquelles on doit collaborer, travailler en équipe, délivrer des choses en groupe. Et là, ça, c'est bien de venir au bureau pour faire ça. Mais venir au bureau pour faire des entretiens toute la journée avec un casque, non. Donc, ça, on peut très bien le faire chez soi si on est à l'aise pour le faire chez soi, parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire chez soi. Donc ça veut dire adaptabilité, ça veut dire qu'on s'adapte à chacun, on s'adapte au métier de chacun. Et puis on adapte le lieu à la mission. Ça veut dire que si ma mission comprend des choses sur lesquelles je dois me concentrer pour délivrer des choses, et ben ça, j'ai besoin d'être isolée, d'être un peu concentrée pour le faire. Est-ce que c'est intéressant de le faire au bureau? Et si c'est plutôt de l'échange, si c'est plutôt de l'informel, si c'est de la création, s'il y a du brainstorm, etc., c'est plus difficile de faire à distance. Donc, j'adapte ma localisation au type de mission que j'ai à faire dans une journée. Donc, ça, pour moi, c'est réglé. Donc, le premier gros changement, c'est le bureau et l'organisation du travail, d'une certaine manière. Le deuxième changement, c'est la rapidité avec lequel on a repris la transformation des entreprises post-Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, les entreprises se sont aperçues qu'elles ne savaient pas parler à leurs clients sans les voir. Donc, les gens qui avaient des points de vente misaient tout sur le point de vente. Les points de vente sont fermés. Ils ne savent pas écrire à un client parce qu'ils n'ont pas rentré dans une base de données des clients. On s'est aperçu que on savait pas livrer beaucoup de monde en même temps, etc. Il y a eu d'énormes prises de conscience des entreprises. Et là, je vous ai donné un exemple qui est très commerce, retail, mais prenons les DRH. Moi, je travaille au quotidien avec des DRH qui sont mes clients et ils se sont aperçus que c'était difficile de parler à leurs collaborateurs, aux collaborateurs de l'entreprise. C'est difficile parce qu'on ne les connaissait pas forcément bien et que la facilité, c'était de leur parler au bureau. Mais s'ils ne sont plus au bureau, comment on leur parle? Comment on les connaît? Comment est-ce qu'on les épaule? Comment est-ce qu'on les aide? Comment est-ce qu'on les anime? Donc, c'est devenu il y a eu une vraie prise de conscience. Ça, c'est 2 exemples, il y en a des centaines. Ça veut dire que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur pour la digitalisation des entreprises, c'est ça que tu es en train de nous dire? Je crois qu'on a gagné 7 ans. Il y a une étude, je peux te la retrouver si tu veux, qui dit qu'on a gagné 7 ans dans la transformation digitale des entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle, une vraie accélération. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Elle a eu des côtés plus difficiles que d'autres. En revanche, elle a provoqué une prise de conscience sur laquelle on va pouvoir capitaliser, gagner et développer. On parle du télétravail, moi je parle du travail à distance maintenant. Moi, j'avais déjà un collaborateur qui vit à Nantes, parce que ses parents sont âgés, et qui venait une journée par semaine au bureau, mais qui le reste du temps faisait son métier à partir de Nantes. Et c'était tout à fait possible et envisageable. Oui, pour le travail à distance, mais pas forcément à 100% à distance, parce que la proximité reste importante. C'est le même constat que font tes clients, ou vous, en tant que cabinet de recrutement, vous êtes un peu en avance sur ce sujet? Qu'est-ce que tu vois chez tes clients? Nous, on a une population et on a une proximité avec les métiers du digital qui font qu'on est probablement en avance. On a des clients qui demandent aux collaborateurs de revenir à 100%. On a des entreprises qui recrutent et qui veulent, qui donnent une journée, qui autorisent une journée de télétravail ou de travail à distance, sur un marché qui se tend un peu en termes de compétences. Vous avez vu, il y a 80 000 postes non pourvus dans le digital. Il y a plus de postes ouverts que de candidats en demande. Donc, il y a un moment où le candidat choisit le rôle ou le poste ou l'entreprise. Et les entreprises qui font preuve, entre guillemets, de peu de souplesse
de peu d'adaptabilité, de peu d'ouverture, elles vont avoir plus de mal à recruter que les autres. Et il faut les prendre en compte. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Iman, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais dire encore une fois à ces jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le marché de l'emploi et du digital? Ça serait quoi tes 2 ou 3 principaux conseils? Ne pas croire que le digital, c'est que Instagram et TikTok. Le digital, c'est beaucoup d'autres choses. J'ai envie de leur dire que le fait de travailler dans un environnement digital abolit quand même relativement les frontières. Donc, qui se préparent à parler d'autres langues que spécialement le français. Excellent. Il y a quand même un sujet là-dessus. C'est un sujet qui revient tout le temps. Apprendre l'anglais, le pratiquer au moins professionnellement. Le plus possible, parce que on est dans un monde digital sans frontières. Et puis, de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de chez nous, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Asie. Il y a énormément d'avancées, alors pas toujours les plus sympas, mais il y a énormément d'avancées. Et s'ils ont envie de faire une carrière digitale, qu'ils fassent preuve de curiosité dès maintenant, en s'intéressant à d'autres choses que ce qu'ils ont sous les yeux en permanence. Donc on rejoint un peu ton premier sujet, être curieux, regarder ce qui se passe autour de soi. Absolument. Merci beaucoup, Iman. Mais c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.